Oh, quelle journée magnifique! C'est le décor de Mad Max, Fury Road. Temps jusqu'à la cible, 2 minutes, 15 secondes, 2,15. C'est impossible. Voici Top Gun Maverick, deux films très différents en ton, en style et en substance, mais qui ont été commercialisés sur la même idée simple, la réalité. Ou, plus précisément, que tout ce que vous voyez a été capturé à la caméra. Le seul problème, c'est que ce n'est pas toute la vérité. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel, mais c'est pourtant le cas. Le cinéma, c'est de la magie, c'est assembler des éléments visuels disparates, ajouter un peu de musique en dessous et révéler un tout qui dépasse la somme de ses parties. Le film est une réalité artificielle faite pour vous plonger dans la perspective d'autrui, dit-on. L'un des moyens essentiels d'y parvenir est de construire une réalité tangible dans laquelle le spectateur peut croire. On dit qu'au début du cinéma, les premiers spectateurs criaient et se penchaient en voyant un train foncer vers la caméra lors des premières projections d'images animées. Pourquoi ? Parce que ce qui était montré était un document de quelque chose qui s'était produit et le public n'avait pas encore la maturité émotionnelle pour comprendre les subtilités du processus cinématographique. Ces personnes ont vu un train arriver, déclenchant une réaction émotionnelle profonde et primitive. Les frères Lumière avaient inventé le cinéma. C'était comme une nouvelle forme de magie. Buster Keaton, Boris Karloff, Frankenstein, Jackie Chan, ils ont tous le même effet. Ils sont réels, l'œil humain peut les regarder et comprendre la magie à l'écran. Mais cet élément fondamental du processus de réalisation allait être remis en question. Au début des années 80, des films comme Tron, Abyss ou Star Trek, 4 ont été les pionniers d'un nouveau moyen de raconter des histoires. L'animation générée par ordinateur. Il était assez clair que les choses étaient en train de changer. D'un point de vue narratif, tout devenait rapidement possible. Des idées et histoires autrefois très coûteuses à produire devenaient désormais réalisables. Des batailles massives dans Le Seigneur des Anneaux, lui et le pirate homme calmar de Pirates des Caraïbes en images de synthèse, bébé qui parle, Spider-Man dans New York, images de synthèse partout, mais cela reste moindre face aux films d'animation, en images de synthèse se faisant passer pour des prises réelles. Tu n'es pas habitué à ton avatar. C'est risqué, mais génial. Les possibilités narratives d'Hollywood évoluaient et s'élargissaient chaque jour. Et pourtant, avec cela venait un vide, une sensation superficielle d'irréalité. La vallée de l'étrange, tu sais ? Tu te souviens de ce style d'animation bizarre du début des années 2000 où tout avait l'air réel, mais rien ne semblait correct ? Ah oui, ce genre de choses faisait peur. Cette hypothèse prédit qu'une entité paraissant presque humaine risque de susciter des sentiments étranges ou inconfortables chez le spectateur. Chaque fois qu'on essaye de se rapprocher trop d'une interprétation photoréaliste, ça sonne faux et ça brise l'illusion que le film essaye de construire. Cela dévoile le code source dans le tour de magie. Eh bien, tu viens où ? Pourquoi ? Au pôle Nord, bien sûr, c'est l'Express polaire. Prenons l'ouverture de Doctor Strange dans le multivers de la folie. C'est une démonstration tellement extravagante et criarde de spectacle qu'elle dégénère en quelque chose de complètement différent. Je suis vraiment désolé. C'est la seule façon. Cette résistance aux images de synthèse, malgré leur omniprésence, a entraîné un retour inverse. Ils tentent désespérément de vendre les films comme authentiques. Avant Mission Impossible, Dead Reckoning, Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont largement promu le film pour ses cascades authentiques. C'est la chose la plus dangereuse que nous ayons tentée, avec une grande préparation derrière cette cascade. Tom Cruise a sauté d'une falaise à moto 6 fois aujourd'hui. La scène où Cruise saute à moto d'une montagne pour atterrir en parachute sur un train en marche utilise aussi beaucoup d'effets spéciaux numériques. Tu vois le train, non ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh bien, tu sais, saute, saute ! Ouais, je veux dire, la vengeance ne fonctionne pas comme ça. Peint numériquement sur la rampe et des couches de nuages numériques, qui bien sûr, ils devront effacer la rampe. Mais les nuages numériques sont là pour aider à guider le public en montrant le mouvement de l'espace et du temps. De même, avec Top Gun Maverick, une grande partie de la promotion du film tournait autour du fait que Cruise et le reste des acteurs ont tourné des scènes dans de vrais avions. Nous avons collaboré avec la marine et l'école Top Gun pour planifier le tournage, car si nous le faisons, ce sera à bord des F-18. Et pourtant, plus de 2400 plans dans Maverick comportaient soit une augmentation numérique, soit une utilisation complète de la CGI. Principalement, beaucoup des FA-18 utilisés pour filmer de manière pratique ont été entièrement rotoscopés et repeints numériquement. De plus, le jet Darkstar très avancé était entièrement en CGI,
tout comme chaque exemplaire du Su-57 russe. Donc ça fait beaucoup de CGI. Pour toute la pompe et la cérémonie autour du fait que nous avons tout filmé nous-mêmes, c'est presque pareil pour Mad Max. Fury Road, avec des doublures et véhicules numériques, de nombreux ajouts digitaux au décor. Le tournage s'est fait dans le désert namibien. Chaque scène a été tournée avec des véhicules fonçant à travers le terrain à 70 km/h. C'est absolument vrai, et on le ressent dans le film. Cependant, cela sert de base pour que la manipulation numérique puisse ensuite être appliquée. Dans Prey de Dan Trachtenberg, ils avaient un costume de prédateur pratique sur le plateau et un masque facial entièrement télécommandé. Au sommet du film, quand le prédateur enlève son masque, son visage est entièrement en image de synthèse. Est-ce un progrès ou un recul? Où est la limite? Quelle augmentation numérique est acceptable? Jusqu'où cela améliore le produit et quand cela l'affaiblit-il? Tu me reçois? Oui, je te reçois. Écoute, j'essaie juste de t'aider. D'accord, j'ai besoin que tu prennes du recul et que tu te ressaisisses parce que je subis beaucoup de pression en ce moment. La joie et la majesté du pouvoir transporteur du cinéma sont lentement grignotées jour après jour. À la recherche de quelque chose d'un tout petit peu plus parfait, nous essayons de gommer les imperfections des détails légèrement maladroits de Tom Cruise se jetant d'une falaise. Au lieu de comprendre que les défauts sont en fait ce qui rend ces expériences formidables, nous les absorbons de façon subliminale. Et ce sont ces imperfections qui nous font ressentir à quel point les événements que nous regardons sont réels. Les enlever rend la réalité moins réelle. Beaucoup de réalisateurs peinent déjà à concrétiser leur vision à l'écran, ce qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls les studios produisent de gros films, majoritairement en images de synthèse sur fond vert. Cela veut dire que seuls les auteurs ont même le privilège d'essayer de trouver la ligne directrice, de véritables artistes avec une vision affirmée. George Miller, Tom Cruise. Il ne correspond pas à la vision classique centrée sur le réalisateur, mais il dirige largement la production de ses projets et met sa vie en jeu pour les réaliser. Rien que produire ces films peut être intimidant. Ce sont les plus amusants à produire, mais aussi les plus complexes. Bien que les effets numériques soient essentiels et constituent un outil vital pour créer des visions extravagantes de ce qui pourrait être, ils restent aussi un ensemble de technologies en constante évolution, qui progressent rapidement puis deviennent obsolètes. Des films comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, Les Dents de la Mer et Alien restent mémorables près d'un demi-siècle après leur sortie, car ils utilisaient de vrais objets pour créer la fantaisie. Ils utilisaient le stop motion, les effets optiques, et les peintures sur verre. Des mains humaines déplacèrent des objets pour transporter le spectateur dans un autre monde. Cela doit forcément signifier quelque chose. Au fond, je défends juste que les artistes puissent raconter leurs histoires comme ils le veulent. Et la plupart du temps, ces ajouts numériques donnent l'impression d'être imposés par des cadres de studios nerveux et des aspirants magnates de sociétés technologiques. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas le cas, mais de nos jours, il est tellement difficile de savoir ce qui était réel. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Qu'en pensez-vous? Faut-il encourager davantage les effets pratiques au cinéma? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.